Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. La mobilité humaine à travers la Méditerranée existe depuis des milliers d'années. Et puis récemment, depuis le milieu des années 90, des milliers de personnes ont traversé chaque année la Méditerranée par bateau depuis l'Afrique du Nord et de la Turquie pour demander l'asile ou pour migrer vers l'Europe. Cependant, les gens utilisent également d'autres routes de migration irrégulières pour atteindre l'Europe, y compris les traversées maritimes de l'Afrique aux îles Canaries espagnoles, des Comores à la Mayotte française et plus récemment, une autre crise migratoire au milieu d'un conflit diplomatique éclate aux frontières entre la Pologne et la Biélorussie. Et des chiffres qui font froid dans le dos et qui témoignent de l'une des grandes défaites politiques des temps modernes. L'Organisation internationale pour les migrations a enregistré plus de 23 000 décès et disparitions en mer Méditerranée et plus de 40 000 personnes ont perdu la vie lors de voyages migratoires dangereux. Pour tenter de comprendre à qui la faute et comment savoir à quel niveau placer les garrots pour limiter cette hémorragie, j'accueille sur le plateau M. Nabil Amar, ambassadeur de Tunisie auprès de l'Union européenne, et M. Sandro Gozzi, député européen, et nous rejoint par Skype depuis Alger M. Soufiane Gilali, président du parti Gil Jadid et auteur de plusieurs livres sur les approches anthropologiques. Des experts internationaux s'accordent à dire que la politique migratoire de l'Union européenne témoigne de l'une des grandes défaites politiques des temps modernes. Est-ce que vous êtes de leur avis? Non, je ne crois pas qu'il soit une grande défaite de l'Union européenne. Je crois cependant que nous savons très bien ce qu'on devrait faire pour gouverner la politique, les flux migratoires, et on les fait seulement à moitié. On sait bien ce qu'on devrait faire parce qu'il est clair que nous devons faire beaucoup plus ensemble, de façon efficace et commune, pour la gestion des frontières externes de l'Union européenne et pour lutter contre les trafiquants des êtres humains. Nous devons aussi nous engager beaucoup plus sur un partenariat, sur un pied d'égalité avec nos partenaires pays d'origine et transit pour co-gérer les flux migratoires, mais aussi en donner mettre sur la table des nouvelles politiques pour aussi favoriser et gouverner la migration économique régulière. Et on doit être beaucoup plus efficace dans la solidarité, là où il y a une crise, comme ça a été par exemple en Grèce, dans l'île de Lesbos, comme ça a été souvent en Italie, dans l'île de Lampedusa, comme c'est maintenant, avec des raisons différentes, entre la Pologne et la Biélorussie. Donc nous savons très bien ce que nous devons faire, mais nous le faisons seulement à moitié. La gestion commune des frontières n'est pas assez commune. Les partenariats avec les pays tiers n'est pas assez engagé. Et la solidarité est toujours début du lèvre et toujours un peu réticente de la part de certains partenaires. Monsieur l'ambassadeur, comment est perçue la politique migratoire de l'Union européenne depuis la Tunisie? Vraiment, je souscris beaucoup à ce que vient de dire l'honorable député Gozzi. Je crois que c'est la bonne approche. Je crois qu'il ne faut pas parler en termes d'échec ou de succès inconsidéré, mais il faut avoir une vision globale de ce phénomène. C'est un phénomène purement humain. Le monde s'est construit avec les flux d'échanges entre êtres humains. Mais il faut que ces flux soient bien sûr canalisés, qu'ils soient bien analysés et qu'ils soient co-gérés dans le cadre d'une politique globale, cohérente et qui met tous les partenaires ensemble pour que tous tirent dans le même sens. Et bien sûr, il faut éviter toute option polémique sur cette question éminemment humaine avec toutes ses conséquences. Donc en introduction, c'est ce que je voudrais dire. Je suis très en accord avec ce que dit l'honorable député sur le fait de gérer ça ensemble et une nouvelle politique. Parce que jusque-là, il faut tirer les leçons de ce qui n'a pas marché jusque-là. Essentiellement, à mon avis, court-termisme et une sorte de manque de solidarité. Il a été gentil, M. Gozzi, mais parfois c'est un peu plus que ça.
c'est une peur qui est irraisonnée et qui est exploitée et qui n'est dans l'intérêt de personne. Donc il faut vraiment être courageux, humain et puis politique et lire les choses à long terme et prendre cette question avec un esprit positif pour construire. Très bien, je poserai la même question à M. Gilali. Quelle est la position de l'Algérie vis-à-vis de la politique migratoire de l'Union européenne? Bien entendu, mon intervention ne représente pas l'Algérie en tant qu'État, puisque je ne suis pas au gouvernement. Mais ce que je peux dire sous un angle algérien, c'est que l'Algérie est un pays à la fois d'émigration et d'immigration. L'émigration se fait vers l'Europe essentiellement, mais il y a aussi beaucoup de populations qui viennent du Sud, du Sahel, d'Afrique en général, et qui s'installent parfois durablement en Algérie. Je comprends très bien l'approche humaine qui est faite pour ce phénomène migratoire, d'autant plus qu'on voit malheureusement beaucoup de morts dans la mer Méditerranée. Il y a eu des drames, mais aussi dans la Manche il n'y a pas très longtemps. Et tout ce qui se passe même entre les frontières terrestres de Biélorussie vers la Pologne ou précédemment en Hongrie, etc. Il est clair que les populations qui veulent migrer le font parce qu'elles vivent un mal-être, un malaise, ils sont dans le besoin, on peut en parler plus longuement. Mais il est clair aussi que les populations qui reçoivent ces migrations sont parfois dans l'incompréhension, dans le trouble, dans ce qui se passe. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que l'analyse ou l'approche en général se fait comment traiter le phénomène une fois en place, alors qu'il me semble qu'il serait important d'envisager les raisons pour lesquelles il y a ce phénomène. Bien entendu, depuis toujours, il y a eu des migrations, mais ces derniers temps, ces dernières décennies, cette migration est accélérée et elle se fait dans des conditions souvent dramatiques. Et là, il faut chercher les véritables causes, l'étiologie, si vous permettez le terme. Alors justement, le problème à la source. Monsieur Sofiane Gilali, on va passer en revue tout à l'heure les vraies raisons de cette migration, surtout irrégulière. Mais on a constaté que depuis 2017, la migration depuis les frontières libyennes a drastiquement diminué. En revanche, depuis 2020, cette migration est beaucoup plus importante sur les frontières, j'allais dire, du Maghreb central, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Comment vous l'expliquez ? Bon, il est évident que la Libye, depuis qu'elle a été complètement déstabilisée, qu'il n'y a plus un État solide, a été à un moment un couloir d'appel extrêmement important. Simplement pour que les populations migrantes traversent le Sahel, le sud de la Libye et arrivent jusqu'aux frontières maritimes, il y a plus de complications, la violence sur le sol libyen lui-même, parfois le sort qui a été fait aux migrants en Libye par des groupes armés, etc., n'encourage probablement pas les gens à aller par ce canal-là. D'autres canaux, surtout vers l'Algérie et le Maroc, sont installés depuis longtemps. Et là, il y a d'autres causes, bien entendu. L'Algérie est un pays extrêmement étendu, avec 80% de son territoire pratiquement désertique, très difficile à contrôler. Et puis toute la zone autour de l'Algérie est devenue instable. Le Sahel, le sud-ouest avec le Sahara occidental et les troubles qu'il y a avec le pays voisin, la Libye bien entendu. Et donc tous ces phénomènes encouragent et font une pression sur l'Algérie de manière à ce qu'il y ait beaucoup plus de migrants. Monsieur Ghossi, vous donneriez les mêmes explications que Monsieur Sofiane Gilali ? Moi, je crois qu'évidemment, sur la Libye, on a finalement concentré nos efforts et je dirais encore une fois, finalement, de façon convergente entre Européens. Parce que si il y a un bon exemple des coûts que les Européens peuvent payer de leur division en politique étrangère, la Libye, c'est un bon exemple à cause de la concurrence entre Français, Italiens, Allemands, etc. On s'est retrouvés, les Russes et les Turcs,
à la frontière, dans un espace vital pour nos intérêts. Après, il y a eu évidemment un effort énorme pour bloquer ce couloir de la Méditerranée centrale. Moi, je crois que les raisons des flux migratoires et de la pression, de l'augmentation des flux migratoires de la part d'autres pays du Maghreb, c'est un double. Et là aussi, je ne découvre rien parce que malheureusement, on parle aujourd'hui, et on a bien raison d'en parler parce qu'il faut résoudre ce phénomène, mais des choses dont on a parlé depuis plusieurs années. Moi, je crois que les raisons sont doubles. Il y a des raisons politiques. Et il y a des raisons politiques parce qu'il y a des pressions, une forme d'instabilité politique, une forme d'insatisfaction politique d'une partie de la population vis-à-vis de certains gouvernements. Et ceci pousse aussi, notamment la jeunesse, à essayer de faire les parcours vers le nord à travers la Méditerranée. Et il y a aussi des raisons liées à la crise économique et purement économique. Et là aussi, c'est surtout les jeunes qui essayent de trouver un nouvel espoir ailleurs. Donc, quand on parle des causes, et moi je veux bien discuter des causes, des causes, les causes sont toujours des instabilités politiques et des problèmes économiques. Et là, il est clair que d'un côté, nous devons co-gérer ensemble la migration économique. De l'autre côté, on doit accueillir ceux qui sont demandeurs d'asile politique. Je ne dis pas que c'est exactement les problèmes pour certains pays du Maghreb, mais aussi. Et donc, du côté européen, il faut avoir le courage de dire aux populistes, aux nationalistes, que d'un côté, la migration économique, on peut la gérer et on peut la choisir même, seulement en travaillant plus avec les pays d'origine et transit. Et de l'autre côté, qu'un pays comme l'Union européenne doit accueillir les demandeurs d'asile là où il y a la preuve qu'ils fuient des guerres, des persécutions ou simplement des persécutions politiques en tant que membre de l'opposition. Donc là aussi, ça demande du courage dans les discours politiques et de l'efficacité dans l'action politique. Monsieur Amar, Monsieur Kosi vient de parler de ce qu'on appelle l'immigration choisie. L'Union européenne a signé des accords il y a déjà très longtemps avec la Libye au temps de Kadhafi pour bloquer les flux migratoires en provenance du Sahel. Elle l'a fait aussi après avec la Turquie, mais elle l'a fait aussi avec la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte. Et il y a eu ce qu'on appelle la création de camps de tri ou de centres de tri et moyennant finance. Est-ce que vous le confirmez? La Tunisie, comme vous le savez peut-être, elle n'a jamais accepté cette idée d'avoir des camps de tri sur son territoire. Ce n'est pas du tout une solution que nous envisageons. Nous avons été clairs avec nos partenaires et amis européens. Je pense qu'ils l'ont compris. Et d'ailleurs, depuis un certain temps, nous n'entendons plus beaucoup. Il y a plus ou moins 2 années où cette question avait été évoquée un petit peu, mais ils ont tous vu, les partenaires européens, que ce n'était pas du tout la bonne approche. On ne va pas résoudre un problème. Le Maroc a accepté de négocier avec l'Union européenne pour installer des camps, j'allais dire des camps de concentration, pardonnez-moi, parce qu'il paraît, et selon des ONG, des activistes des droits de l'homme, la situation est complètement dépassée au plan humain. Donc, tout ce qui est droit humain n'est pas respecté pour le tri et l'accueil de ces migrants. Nous avons une excellente coopération avec les organismes onusiens qui traitent des déplacements et des personnes et des réfugiés, etc. Mais nous n'acceptons pas l'idée d'organiser des camps. Non, monsieur l'ambassadeur, vous me confirmez que concernant la Tunisie, il n'y a pas de centre de tri aux frontières de la Tunisie avec le Sahel. C'est bien cela. Ouais. Monsieur Soufiane Gilali, l'Algérie a négocié autant de Bouteflika, ce genre aussi d'accord. Sur le territoire algérien, il n'y a aucun centre pour émigrer. De toute façon, pour tous ceux qui migrent, je veux dire, du Sud. Et je pense que c'est humainement pas très acceptable parce que ça deviendrait... le lapsus sur les centres de concentration le démontre, ça deviendrait plus des centres de rétention, de détention qu'autre chose. Et là, il peut y avoir des dérives. En Algérie, il y a beaucoup de citoyens de l'Afrique sud-sahélienne
des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, etc. Mais ils sont tout à fait libres en ville. On voit ces images-là très souvent et des fois des jeunes enfants qui sont à l'extérieur, qui mendient, mais ils gardent leur liberté. Il y a des efforts à faire très probablement pour prendre en charge en particulier les jeunes, pour les scolariser, pour les soigner quand il le faut et ne pas les laisser comme ça dans les rues. Mais je pense qu'il faut régler le problème à la source, à la base. L'Afrique n'a pas encore fini sa transition démographique, encore faut-il qu'elle ait vraiment entamée. Le Maghreb, lui, l'a entamé et cette pression démographique avec les changements climatiques, les déficits hydriques qu'il y a et les difficultés économiques, c'est tout cela qui est un peu le terreau de cette mentalité pour fuir le pays. Donc, s'il y a lieu de faire une coopération, ce n'est pas de maintenir simplement les populations au-delà des frontières européennes ou même du Maghreb, comme s'il s'agissait de troupeaux à ne pas permettre d'entamer les territoires d'autrui. Mais il faut réellement prendre en charge le développement humain et le développement économique de ces hommes. Bien entendu, il ne s'agit pas de les mettre au niveau européen, ce n'est pas possible, mais au moins d'assurer les moyens de vie d'un minimum de dignité pour ces populations, pour les fixer là où elles sont. Et donc, puis surtout éviter... Vous me confirmez aussi que ces centres de tri n'existent pas en Algérie? À ma connaissance, il n'en existe aucun. Très bien, très bien. Monsieur Gozzi, pourquoi pas une politique migratoire qui ouvre la voie légale à l'immigration, tout simplement, comme c'est le cas aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada? Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et moi, je crois qu'il faut distinguer trois aspects quand on parle de ces flux humains. Il y a un aspect qui est lié au droit d'asile. Le droit d'asile, c'est un droit fondamental. S'il y a quelqu'un qui fuit, qui quitte un village en Afghanistan parce que les talibans l'ont menacé de lui couper la tête, et malheureusement, ce n'est pas un cas d'école, et s'il arrive en Europe, il faut l'accueillir. Et s'il arrive avec sa famille, il faut accueillir sa famille. Donc il y a un aspect des droits d'asile, et c'est pour cela qu'on ne peut pas traiter ces questions en tant que groupe. Chaque individu a le droit d'être examiné suivant ses droits potentiels en tant que demandeur d'asile. Donc d'un côté, des devoirs, respecter nos engagements internationaux. Pourquoi il y a eu des débordements, par exemple, lors de la crise syrienne en 2015 ? Le monde entier savait qu'il y avait une guerre, les gens fouillaient la guerre, fouillaient la mort, fouillaient la misère. Pourquoi ils n'étaient pas... Est-ce qu'avec ces gens-là aussi, on a essayé de faire justement le cas par cas? Est-ce que ça, c'est concevable au regard des conventions internationales? Il y en a plusieurs qui sont en Turquie. Il y en a des millions qui, de la Syrie, sont déplacés en Turquie, justement à titre du droit d'asile. Et c'est la raison pour laquelle on a signé un accord qui, bon, d'un côté résout les problèmes, de l'autre côté plutôt, et c'est prêt à pas mal des critiques. Et l'accord entre l'Union européenne et la Turquie qu'on a fait il y a quelques années, justement pour gérer ensemble la pression migratoire des demandeurs d'asile potentiels qui de la Syrie avaient été arrivés en Turquie. Donc, mais le point, c'est qu'on mélange tout dans le débat. On mélange demandeurs d'asile potentiels, migrants économiques irréguliers, clandestins, on mélange tout. Et si on continue à tout mélanger, on n'arrivera jamais à résoudre les problèmes. Donc je disais, d'un côté, les droits d'asile, c'est les droits d'asile. De l'autre côté, la migration, il est clair qu'il y a une migration économique. On ne peut pas accueillir, et ce n'est pas une phrase à moi, c'est une phrase qu'il y a 30 ans, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est Michel Rocard qui le disait, c'est vrai encore aujourd'hui. Mais nous pouvons aujourd'hui, différemment qu'il y a 30 ans, en tant qu'Européens, gérer ensemble au pays d'origine les flux migratoires économiques. Et nous devons avoir le courage de dire que nous avons besoin d'immigration, mais nous ne pouvons pas subir toutes sortes d'immigration. Nous devons gérer une migration économique qui est dans l'intérêt de notre marché, de l'intérêt de nos sociétés. Et ça, c'est exactement ce qu'on devrait faire en tant qu'Européens. Mais on est encore très loin. Monsieur Gozzi, justement, moi j'aimerais qu'on s'attarde un tant soit peu sur deux notions, sur deux principes. La non-admission, et ça sera vous allez nous expliquer ce que c'est pour nos auditeurs francophones du monde entier, en tout cas du nord et du sud de la Méditerranée.
Et je demanderai à M. Soufiane Djilali et à M. l'ambassadeur de nous parler de la réadmission. Ce sont deux notions complètement différentes. La non-admission, ça a été un principe, un accord qui a été signé, on a appelé ça les accords du Touquet, qui a été signé entre la France, le pays que vous représentez ici au Parlement européen, et les Britanniques avant le Brexit, et qui consiste à ce que tous les contrôles se font par la France et sur le territoire français, n'est-ce pas? Oui, et c'est exactement ce qu'il faut faire dans les zones critiques pour les flux migratoires. Parce que si on pense qu'un pays tout seul peut gérer une situation de crise au niveau migratoire, on se fait des illusions. Et ce qu'on a fait avec les accords du Touquet, c'était une contribution britannique à une gestion française d'une frontière qui s'est déplacée finalement de la Manche jusqu'au territoire français. Et je crois qu'il faudrait continuer à bien les mettre en œuvre, cet accord du Touquet. Du côté britannique, ce n'est pas le cas dans les derniers mois. Et je crois qu'il faut relancer cette forme de coopération en travaillant d'un côté en tant qu'Européens, la France et à travers l'Union européenne et notamment avec les pays les plus touchés, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a les flux migratoires et clandestins aussi qui arrivent à Calais, qui arrivent sur la Manche. Et de l'autre côté, on ne peut pas changer la géographie. Il y a certains en France qui disent qu'il faut dénoncer les accords du Touquet. On peut dénoncer les accords du Touquet, mais Touquet restera toujours au nord de la France et restera toujours sur la Manche. Donc, vous voyez, la question, c'est que... Et la crise actuelle, bilatérale, entre les Britanniques d'une part et la France d'autre part, à qui la faute? Et les Britanniques ont cessé de coopérer avec la France, avec l'Union européenne sur plusieurs dossiers. Et sur les accords du Touquet aussi parce qu'ils ont un problème, qu'ils ont promis de reprendre les contrôles à travers le Brexit. Et maintenant, toute l'opinion publique britannique est en train de prendre conscience que la seule façon de véritablement avoir les contrôles sur un thème comme les flux migratoires, c'est de travailler ensemble en tant qu'Européens, pas de se réfugier dans des leurres nationalistes comme ils ont fait les Britanniques avec le Brexit. Donc aujourd'hui, le gouvernement britannique a un problème énorme de ce point de vue et je crois qu'au lieu de penser à renoncer à une forme de coopération efficace, il faut la rétablir et la rendre encore plus efficace de notre côté en tant que France à travers... Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs pourquoi ces migrants ne veulent pas rester en France, ils veulent partir de l'autre côté de la Manche? Parce que ce sont des flux migratoires qui sont liés, qui viennent des pays qui sont liés à des populations et des communautés migratoires qui sont déjà installées en Angleterre, déjà installées au Royaume-Uni, parce qu'ils ont des familles, ils ont des cousins, ils ont des amis, parce qu'il y a des réseaux migratoires qui amènent certains flux migratoires à aller plus vers l'Angleterre, d'autres qui amènent plus aller vers l'Allemagne. Je ne vois pas quelles seraient les autres raisons. Il y a tellement... Moi, j'ai demandé à des experts, ils m'ont dit l'autre raison la plus importante est que quand un demandeur d'asile fasse la démarche au niveau de la France, il a 3,9% de chance pour être reconnu. Tous les autres cas sont déboutés. Du coup, avec le problème de Dublin, les traités de Dublin, donc quand on a présenter sa demande d'asile dans un pays européen, on ne peut plus la représenter dans un autre et par conséquent, ils préfèrent avoir plus de chances, par exemple en Allemagne, où le résultat est beaucoup plus grand. Je pense qu'on va jusqu'à 35%. Monsieur l'ambassadeur hoche de la tête, il connaît bien le sujet. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, ce que disent les experts? C'est une raison importante. Je pense que j'ai travaillé au Royaume-Uni, j'y étais ambassadeur pendant 5 années, donc je connais un petit peu certaines des raisons que monsieur le député a exposées. C'est vrai que la proximité avec certains pays anglophones notamment, etc., et l'existence de membres de la famille là-bas est un des facteurs importants. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais ça concerne plutôt, je veux dire, les Européens. La France et l'Allemagne sont les pays qui ont le plus de demandeurs d'asile. Si vous regardez les statistiques même de l'année dernière, les pays qui ont plus accueilli en tant que demandeurs d'asile sont la France et l'Allemagne. Donc d'un côté, de dire que la France est plus restrictive que d'autres pays, me semble que les statistiques disent le contraire. Mais la question, c'est une autre, et c'est fondamental. On a des procédures d'asile trop différentes entre les différents États membres. Il y a des principes communs européens, mais après, la mise en œuvre, la gestion des procédures de demande d'asile est fort différente d'un pays à l'autre et il faut
travailler pour avoir des procédures plus convergentes. D'abord, plus rapides, et secondo, plus convergentes entre les différents pays pour éviter justement qu'un demandeur d'asile puisse se laisser identifier seulement dans les pays où il pense avoir plus de chances d'avoir sa demande accueillie, alors qu'il devrait, selon nos règles, demander l'asile dans les premiers pays où il arrive. Donc ça, c'est sans doute une question sur laquelle il faut travailler. Et c'est un des objectifs de la présidence française de l'Union européenne et de la proposition de la Commission européenne avec les pactes d'asile et de migration. Donc d'un côté, être beaucoup plus... essayer d'harmoniser un peu plus les différentes procédures d'asile dans les différents pays, parce que ces différences qui restent n'assurent pas une gestion efficace. Et de l'autre côté, demander aux pays d'origine de réadmettre les migrants qui n'ont pas le droit de rester dans l'Union européenne. Parce que d'un côté, c'est les demandeurs d'asile, de l'autre côté, des migrants économiques irréguliers qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de droits, il faut qu'ils soient rapatriés. Et là-dessus, il faut travailler beaucoup plus, parce que les pays d'origine, disons, qu'ils ne sont pas très coopératifs de ce point de vue. Et ça, c'est un point fondamental sur lequel, en tant qu'Union européenne, on doit faire entendre notre voix beaucoup plus. Alors, on va entendre la voix de M. Soufiane Gilali. Il va nous parler du principe de réadmission. Qu'est-ce qu'il en est que dit l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne par rapport à ce principe? Je pense qu'il est un droit absolu pour tous ceux qui ont migré et qui se retrouvent dans des conditions difficiles, qu'ils puissent revenir à leur pays. Maintenant, s'ils ne le souhaitent pas par eux-mêmes et que le pays d'accueil ne peut pas les accepter, il est naturel qu'ils doivent revenir vers leur pays d'origine. Il n'y a pas de doute à cela. Mais je pense que pour mieux percevoir globalement le problème, qui est un problème pour les pays d'accueil, mais qui est aussi un problème pour les pays de départ. Monsieur le député tout à l'heure avait dit qu'on avait mélangé un peu toutes les catégories. Il a raison, il a absolument raison. Il y a ceux qui demandent un asile, en particulier un asile politique par exemple, mais il reste une minorité, sauf ceux qui veulent simplement utiliser ce canal. Mais globalement, ceux qui pourraient demander cet asile-là reste quand même limité. Vous avez par contre des migrations économiques. Et là, c'est à double tranchant. Je donne un exemple. Vous avez plusieurs milliers, je pense autour de 15 000 médecins algériens qui travaillent que dans la région parisienne. Et ça, il est évident que cette migration-là est tout à fait en faveur du pays d'accueil et en défaveur du pays de départ. Parce que tout simplement, il y a beaucoup d'Algériens qui ont atteint un certain niveau d'instruction, d'éducation, de savoir-faire et qui ont envie de vivre une expérience un peu plus épanouissante, j'allais dire, dans un pays développé. Mais cela fait tout de même tort au pays d'origine qui a investi énormément d'argent pour les former. Donc il n'y a pas toujours une migration en défaveur du pays d'accueil, tout au contraire. Maintenant, le flot le plus important de la migration provient très souvent de l'insécurité générale, de l'insécurité alimentaire, mais aussi de l'insécurité due à des conflits de basse intensité ou de forte intensité. À l'exemple de ce qui s'est passé un petit peu dans le sud de la Méditerranée et vers l'est, la Syrie, plus loin encore l'Irak, ce qui se passe un petit peu dans toutes ces zones-là. Et je pense que là, l'Union européenne a une grande responsabilité. Ce sont des structures d'État qui ont été détruites dans ces pays-là et tout naturellement, il y a une violence qui s'est installée, diffusée et avec des mouvements migratoires extrêmement puissants. Des pays comme l'Allemagne en déficit démographique ont bien voulu accepter un certain nombre de Syriens dans le cas de la Syrie. Ce n'est pas le cas de tous les pays, mais globalement il y a à aller vers les véritables causes de ce déséquilibre démographique et de cet appel du Nord de ces courants migratoires qui viennent du Sud. Monsieur Gilali, vous ne me dites pas si l'Algérie accepte ou refuse la réadmission, qui est une obligation en droit international, en fait. Je pense qu'en termes officiels et de principe, l'Algérie accepte et doit accepter le retour de ces migrants. Simplement, il y a eu un très grave problème qui s'est posé, pas seulement avec la France, mais il s'est posé par exemple avec la Turquie, où énormément de
d'activistes terroristes qui étaient dans Daesh et qui se sont retrouvés en Turquie et qui voulaient rentrer en Algérie sous une identité qui n'était pas la leur. Donc il y a un gros problème d'identification des gens. L'Algérie a déjà gravement souffert du terrorisme dans les années 90 et ne peut donc absolument pas redevenir un pays d'accueil pour les terroristes d'autres pays qui viendraient sous couvert de migration et revenir vers notre territoire. Très bien, M. Gauzy, vous voulez réagir? Non, mais je crois que là, c'est un point qui est en train d'émerger. Que les solutions ne peuvent pas être seulement territoriales, ni territorialisées. On peut avoir l'illusion d'en fermant la frontière de la Méditerranée d'avoir résolu le problème. On peut avoir l'illusion d'avoir résolu le problème en fermant la frontière entre les pays du Maghreb et le Sahel. Et finalement, il y a des questions qui doivent être abordées à travers une nouvelle coopération transnationale. Qu'il s'agisse de la question climatique, qu'il s'agisse du développement économique, du développement endogène, qu'il s'agisse aussi des encouragements qu'on peut donner aux migrants économiques irréguliers pour retrouver leur pays. Tous ces aspects-là ne sont pas du tout territoriaux, mais ils demandent une coopération vraie. Aujourd'hui, sur certains points, il n'y a pas assez de coopération. Sur les réadmissions et les identifications, les pays d'origine ne coopèrent pas assez. Mais pourquoi ils ne coopèrent pas assez? Ils ne coopèrent pas assez parce que ce n'est pas populaire de coopérer avec les pays européens pour faire rapatrier les ressortissants de leur pays qui sont des migrants économiques irréguliers. Et pourquoi ce n'est pas populaire? Parce qu'ils n'ont pas d'autre chose à offrir. Si nous travaillons sur un double registre, d'un côté, plus d'efficacité aussi sur l'admission, et de l'autre côté, on échange une programmation annuelle des migrations économiques régulières, suivant les besoins du marché européen et les possibilités, les demandes des pays d'origine, vous verrez que là aussi, on pourrait avoir plus de coopération de la part des pays d'origine pour la question de l'identification. Vous voyez, ce sont plusieurs volets qui doivent être traités ensemble, sinon nous n'aurons jamais une véritable solution. Encore un mot par rapport à ce dossier, la réadmission. Monsieur l'ambassadeur de Tunisie, la Tunisie n'accepte pas, comme a dit Monsieur Sandro Gauzy, parce que c'est impopulaire? Non, nous n'avons pas du tout cette appréciation-là. Nous sommes en train de pratiquer la réadmission avec plusieurs pays membres et à ma connaissance, c'est une coopération qui se déroule sans difficulté, qui se déroule normalement et la Tunisie est considérée comme un partenaire fiable et coopératif dans ce domaine. Bien sûr, nous souhaitons et nous exigeons que toute la dignité humaine soit respectée, que les formes soient préservées, mais nous n'oublions pas de quitter un peu les aspects purement techniques à chaque fois et de rappeler à nos partenaires que le problème il est global. Toutes les interventions actuelles montrent qu'il s'agit d'être cohérents, nous tous les partenaires. On peut pas. C'est un problème qui a beaucoup de dimensions. Si on reste à parler de sous-dimension, on n'arrivera jamais à rien du tout. Et c'est en train de se voir, de se décanter à travers notre... Moi, je voudrais insister très rapidement sur deux ou trois points. D'où l'importance d'investir dans la stabilité de cette région qui est aux frontières sud de l'Europe et sur la stabilité et son développement économique, parce que le développement économique de cette région fait partie du développement économique intrinsèque de l'Europe. Nous sommes voisins, nous sommes à un jet de pierre. On ne peut pas continuer à faire ce qu'on a fait depuis des... Il faut être intelligent, il faut lire les erreurs que nous avons commises, qui sont compréhensibles, mais essayer de les dépasser, de trouver des solutions par le haut. Et quand on parle de co-développement, ça a l'air d'être un petit peu démodé aujourd'hui, mais c'est exactement ça, co-prospérité, co-développement. Nous sommes beaucoup plus proches que ce que vous êtes en train de faire avec beaucoup d'autres pays, qu'ils soient devenus membres ou qu'ils ne sont pas membres actuellement. Monsieur l'ambassadeur, j'essaie d'être pragmatique. C'est une émission en langue française qui est écoutée, une des rares émissions qui est écoutée des deux côtés de la Méditerranée et qui est vue, qui est suivie. On est à quelques mois d'une importante élection en France, l'élection présidentielle. Monsieur Gauzy va le confirmer, les extrêmes, l'extrême droite surtout, montrent du doigt les pays du Maghreb, les pays d'Afrique, en vous disant « vous ne voulez pas rapatrier vos ressortissants qu'on ne veut pas chez nous ». Et vous me dites que la Tunisie, non, il n'y a aucun souci, elle rapatrie. Non, je vous dis plus exactement que nous sommes considérés par les Européens eux-mêmes comme un pays coopératif.
Ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux qui le disent. Oui. La Tunisie est classée parmi les pays qui coopèrent d'une façon satisfaisante. Alors c'est vrai que de temps en temps, peut-être qu'il y a un problème au niveau des rythmes. On dit qu'il faut accélérer le rythme, mais il n'y a que les autorités tunisiennes pour décider qui est tunisien et qui ne l'est pas. Mais que répondiez-vous, par exemple, je dis n'importe quoi, le Rassemblement national de Mme Marine Le Pen? Moi, j'évite de donner tout jugement sur les politiques nationales et les partis dans les autres pays. Ce n'est pas quelque chose qui me concerne dans ma, C'est le diplomate dans ma qui parle, position. hein. Non, absolument pas. C'est le citoyen respectueux, diplomate, mais citoyen respectueux aussi des autres pays. Moi, je ne m'ingère pas dans ce que font les pays, des pays partenaires et des pays amis. Que vous répondiez-vous, Monsieur Soufiane Djillali, à Mme Marine Le Pen quand elle vous dit « Venez rechercher vos migrants irréguliers de France » ? Bon, je pense qu'un parti politique a pour rôle d'avoir un petit peu une base des électeurs, des sympathisants. Et entre le discours et les actes, c'est deux choses différentes. Lorsqu'on est face au réel, c'est une autre dimension. Je pense qu'il est beaucoup plus sage d'aller dans le sens qu'a développé monsieur le député ainsi que son Excellence l'ambassadeur, d'aller vers une coopération beaucoup plus globale où il faut poser le problème dans ses fondements. Le problème est d'abord et avant tout de développement de la rive sud de la Méditerranée. Or, aujourd'hui, avec les chamboulements que toute la planète est en train de vivre, les problèmes climatiques, énergétiques, etc., je pense que tout le monde, et en particulier l'Europe, a intérêt à ce que le Maghreb puisse devenir, en tant qu'ensemble voisin, devenir récipiendaire de l'investissement, des délocalisations qui ont été faites vers la Chine ou vers le Vietnam ou d'autres pays. Je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant d'envisager un développement en commun, en mettant ensemble les moyens. Je pense qu'entre l'Algérie et la Tunisie, il y a déjà un premier pas qui est en train de se faire. La coopération est en train de se développer. Des échanges importants sont en train de se mettre en place. Je pense que c'est très positif et ça devrait être aidé et soutenu par l'Union européenne. C'est par le développement du Maghreb et de la stabilisation du Sahel qu'on pourra régler le problème des flux migratoires et non pas en essayant simplement de cantonner les demandeurs de migration dans leur territoire. Monsieur Soufiane Djillali est en train de vous dire, monsieur le député européen, que les principaux facteurs d'une migration des pays du Sud vers les pays du Nord, c'est la croissance économique très faible, c'est la non-démocratie notamment. Moi, j'ai envie de prendre un pays en exemple et j'ai la chance d'avoir dans ce plateau l'ambassadeur de Tunisie. La Tunisie est un pays, il n'y a pas très longtemps, on le surnommait l'Italie du Maghreb, parce qu'elle avait développé tout un tissu de la petite et moyenne industrielle, un tissu, la petite et moyenne entreprise, pardonnez-moi, c'est un pays démocratique. Dire le contraire aujourd'hui, on serait de mauvaise foi. Ça se développe, bien sûr, la démocratie, vous le savez, ça n'est jamais un acquis. Et pourtant, ce pays ne décolle pas économiquement. Comment vous l'expliquez ? Alors, les raisons sont plusieurs, mais moi, je crois que je ne suis pas là pour faire une analyse du développement économique de la Tunisie. Je n'aime pas les chiffres, je n'aime pas les données pour juger un pays plutôt qu'un autre. Ce dont je suis convaincu, c'est que quand je disais que les solutions ne peuvent pas être territorialisées, ça veut dire qu'il faut absolument travailler ensemble pour le développement économique et social. Et que dans la logique des partenariats qu'on a avec les pays du Maghreb, il faut énormément insister sur le développement économique et social, en même temps qu'avec une véritable cogestion plus efficace des flux migratoires. Les deux choses vont ensemble. Nous ne pourrons jamais résoudre les problèmes de l'immigration sans continuer à, disons, épauler des pays voisins comme la Tunisie dans leur développement économique et social, mais nous ne pouvons pas accepter d'aider des pays si on ne voit pas assez de coopération sur la cogestion des flux migratoires de la part de ces pays. Donc, ce sont deux approches qui vont ensemble et c'est l'approche que les Européens finalement ont compris dans les accords avec tous les pays d'Afrique. Les accords des nouveaux post-Cotonou qu'on appelle 2021, finalement on met
beaucoup plus au centre de notre intérêt commun la question de la migration dans tous ses aspects, y compris la migration économique régulière, et la question de la coopération de la réadmission, parce que pour nous, il n'est plus acceptable de travailler ensemble pour le développement économique et social à fond et ne pas avoir de l'autre côté un véritable partenariat du point de vue de la migration économique. Mais je suis convaincu que pour les Européens, et notamment pour des pays comme la France ou l'Italie, qui ont des liens historiques, humains très forts avec la Tunisie, il est tout à fait dans l'intérêt d'accompagner aussi les parcours démocratiques et le développement économique et social de la Tunisie, comme des autres pays du Maghreb. Nabil Amar, votre pays a demandé de revoir, de réviser l'accord d'association, la LECA, avec l'Union européenne. Il n'est pas le seul. L'Algérie, je pense aussi, en tout cas un certain nombre de points. De quoi il s'agit exactement? Je pense que déjà les Européens eux-mêmes ont vu que la dernière offre de la LECA qui a été faite, ils n'en parlent presque même plus du tout. Parce qu'ils savent très bien, ils se sont rendus compte que ce doit être quelque chose beaucoup plus global et surtout dans l'intérêt des deux parties et qu'il ne sert à rien d'appauvrir un partenaire, d'être dans une logique de j'essaye de prendre tout pour moi et je ne considère pas ce que l'autre perd. Pour faire une bonne partie intéressante de tennis, nous avons besoin de deux joueurs à peu près du même niveau, en tout cas capables de réagir, d'interagir entre eux. Si vous avez un qui est beaucoup trop faible et qui n'a pas les mêmes moyens, ça n'est plus du jeu, j'allais dire, mais même économiquement, ça ne tient pas debout. Donc, en ce qui concerne l'aide, c'est plutôt l'investissement qu'il faut. Il faut parler d'investissement et plus d'aide. Il faut prendre conscience que nous sommes en train, c'est une bonne chose, de changer d'air. Il nous faut de nouveaux instruments, il nous faut être innovatif, il nous faut des solutions pays par pays, partenaire par partenaire, j'allais dire. Et ce n'est pas une enveloppe d'aide qu'on distribue comme ça et dont on s'interroge à chaque fois, est-ce que ça a servi nos propres intérêts ou non? Il faut changer de logique. Et si on change de logique et de paradigme, il y a des frontières qui vont être ouvertes et avec un potentiel considérable. En Tunisie, par exemple, vous l'avez souligné, c'est un pays dont l'économie a beaucoup d'avantages pour redécoller très vite. C'est une économie qui est très souple, c'est une économie basée sur des petites et moyennes entreprises. C'est un pays qui a un rôle, qui a une position géographique centrale, qui maîtrise les langues étrangères. Il y a beaucoup d'atouts pour l'investisseur étranger. Et donc, quand on parle de la Tunisie d'une façon objective, j'allais dire positive, objective simplement, et non négative, subjective, mais objective, c'est un pays qui recèle beaucoup de potentiel. Il l'a montré par le passé, mais il peut faire encore mieux que ce qui a été fait par le passé. Donc il faut vraiment trouver des solutions en tirant par le haut. L'ambassadeur dit qu'il faut parler de la Tunisie positivement, certainement de l'Algérie aussi, puisque M. Soufiane Gilali est ici avec nous dans cette émission. Ce n'est pas toujours le cas, de toute façon, médiatiquement parlant. C'est pourquoi cette chaîne, elle veut créer ce vrai dialogue entre tous les partenaires. On va dire maintenant un mot très important sur les vraies causes de cette migration. Au jour d'aujourd'hui, les dirigeants politiques européens continuent d'imputer les morts aux frontières, aux passeurs. Est-ce que c'est une raison, c'est une cause ou c'est une conséquence? Les passeurs sont des criminels et il faut être beaucoup plus dur dans le démantèlement des réseaux des traites humaines. Beaucoup plus dur, et je crois qu'il faut faire beaucoup plus, là aussi, en coopération internationale. Je crois qu'il ne faut pas hésiter là-dessus. De l'autre côté, il est clair que pourquoi nous sommes tellement vulnérables aux frontières externes, c'est parce qu'on n'a pas de mécanismes efficaces de gestion et de solidarité pour les pays qui ont des frontières externes. Pourquoi un dictateur comme Loukachenko peut faire du chantage aux Européens et aux Polonais avec 4000 êtres humains? C'est 4000 êtres humains à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, dans un continent qui est de 450 millions d'habitants. Ça suffirait que chaque ville moyenne accepte un de ces êtres humains à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, et les chantages de Loukachenko seraient partis. Mais pourquoi? Et vous êtes d'avis qu'on a beaucoup plus focalisé sur cette diversion, cette crise diplomatique entre Minsk? Mais là, c'est une bonne raison pour accélérer notre politique commune de l'immigration. Parce que si nous avions un mécanisme, tout d'abord avec une présence obligatoire,
commune d'une police des frontières externes et européennes dans toute l'Union européenne, alors que ce n'est pas le cas. Parce que les Polonais ont pu refuser la présence des Frontex à la frontière externe parce qu'ils voulaient gérer seuls les problèmes. De l'autre côté, si on avait un mécanisme selon lequel, dans les cas de crises provoquées, comme c'est le cas pour la Biélorussie, crises qui peuvent être dues à des problèmes économiques, sociaux, de guerre, comme ça a été à Lampedusa il y a quelques années, dans ces cas-là, on s'engage à avoir une redistribution entre les 27 des demandeurs d'asile potentiels et des migrants qui arrivent sur nos frontières. Aujourd'hui, on refuse. Aujourd'hui, les Polonais même, eux qui sont aujourd'hui victimes de ce chantage de Loukachenko, refusent toute forme de solidarité. Les Hongrois refusent toute forme de solidarité. D'autres pays sont réticents à travailler sur la solidarité avec les pays qui ont des frontières externes pour des raisons internes, parce que ce n'est pas populaire, parce qu'il y a toujours un nationaliste qui va pointer du doigt. Donc, c'est nous, les Européens, à cause du manque de courage des franchises, à expliquer aussi les phénomènes de l'immigration, qu'on se met dans des positions vulnérables dans les frontières externes de l'Union européenne. Et c'est un des thèmes qu'on doit absolument aborder. Très bien. Monsieur Gilali, les 4000, en tout cas la majorité des 4000 migrants stationnés en sandwich entre la Pologne et la Biélorussie, il faut dire la vérité, cette majorité est syrienne et irakienne. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les Syriens et les Irakiens quittent leur pays, s'il vous plaît? Je pense que tous ceux qui suivent un petit peu l'actualité se rendent bien compte que ce sont deux pays qui ont été détruits par des forces extérieures, qu'il y ait eu des dérapages en politique intérieure au temps de Saddam Hussein en Irak ou même de l'actuel régime syrien qui ne répondent pas aux normes de la démocratie telle qu'elle est pratiquée en Europe. Mais encore faut-il que ces sociétés-là soient en situation d'appliquer la démocratie telle qu'elle est perçue en Europe, ce qui n'est absolument pas évident. Mais en tout cas, il y a eu des jeux géopolitiques et géostratégiques qui ont fait de ces deux pays, entre autres, des victimes expiatoires de jeux géopolitiques. Et la destruction des structures étatiques de ces pays ne pouvait qu'entraîner ce drame humain incommensurable. Et ensuite, au final, le bras de fer qui oppose la Biélorussie à la Pologne, en fait, les victimes sont ces 4000 pauvres personnes qui se trouvent là, coincées entre un passé qui leur a été détruit et un avenir qui est fermé. Donc ce n'est pas la faute aux passeurs, c'est la faute à la guerre qui a été provoquée. Les passeurs, vous savez, c'est comme la nécessité la fonction impose l'organe en réalité. Les passeurs n'existeraient pas s'il n'y avait pas de demande pour le passage, pour fuir quelque chose. Et on le voit très bien, souvent les migrants jouent de leur vie. Ils traversent la mer dans des conditions absolument effrayantes. Il y a eu beaucoup de morts. La mer Méditerranée est devenue quand même un cimetière pour plusieurs milliers d'humains, et c'est le cas un peu partout. Lorsque les migrations se font sur terre en passant par l'Est méditerranéen, de la Syrie vers la Turquie et remonter vers l'Europe. Donc tout ça, ce sont des drames humains qui se posent, et leur origine est évidemment géopolitique. Ce sont des guerres qui leur sont imposées. Monsieur l'ambassadeur, il faut aider ces pays-là à se stabiliser et non l'inverse. Moi, je pense vraiment que là, il y a un point à faire et je suis très heureux de pouvoir m'exprimer là-dessus. Finalement, tout ce qu'on est en train de vivre, ce sont des conséquences de politiques court-termistes et qui mettent en avant les intérêts économiques. Et bien sûr, pour envelopper tout ça et faire accepter tout ça, on parle de principes. Il faut changer ça. Tout le monde sait. De plus en plus de personnes savent ce qui se passe réellement. Et de moins en moins de personnes croient à ces idées, ces labels de démocratie qu'on donnerait à tel ou tel pays et qu'on retirerait à tel autre, etc. Tout le monde devient de plus en plus logé à la même enseigne et c'est bien.
dans notre monde actuel, les gens, les populations, les opinions publiques sont de mieux en mieux informées. Il faudrait que les politiques en prennent conscience, il faudrait qu'ils traduisent ça dans des politiques qui gagnent en cohérence. Vous ne pouvez pas... ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une des conséquences de politiques étrangères non cohérentes. Non cohérentes pourquoi? Parce qu'elles sont faites, dictées par des intérêts purement économiques, financiers et de court terme. Il faut changer un peu ça pour pouvoir accepter de gagner moins sur le court terme, mais un peu plus et beaucoup plus sur le moyen et le long terme. Et à ce moment-là, il y aura du pain pour tout le monde. C'est un raisonnement qui est simple, qui n'est pas compliqué du tout, mais la communauté internationale n'est absolument pas en train de suivre ce schéma-là. J'ai envie qu'on clôture cette émission avec la question traditionnelle sur la situation de la langue française dans vos pays respectifs, dans l'Union européenne, singulièrement au Parlement européen. Je commencerai par M. Sandro Gozzi. La langue française, j'ai travaillé beaucoup. J'étais avec le président de la République Macron à Rome lors de la signature d'un traité bilatéral entre la France et l'Italie, traité dit de Quirinal, qui vise justement à promouvoir beaucoup plus l'apprentissage de la langue française en Italie et de la langue italienne en France. J'étais dans un groupe pour la présidence française de l'Union européenne qui a travaillé sur le multilinguisme et a fait toute une série de recommandations pour assurer plus de multilinguisme et donc plus de langues françaises aussi dans les institutions européennes. J'espère que les institutions européennes voudront suivre au moins quelques-unes de nos recommandations et la situation, sans doute, ça va s'améliorer. Monsieur Gilali, s'ils le font. S'ils le font. S'ils le font. Monsieur Gilali, comment se porte la langue française en Algérie? Écoutez, jusqu'à aujourd'hui, la langue française est enseignée dans les écoles, dans les lycées. Et donc, comme pratiquement tous les jeunes sont scolarisés en Algérie, ils ont tous une connaissance plus ou moins pratique de la langue française. Maintenant, globalement, est-ce qu'il y a une baisse de niveau, une régression de la langue? Oui, au niveau des élites. De plus en plus, il y a des élites arabisées qui sont en train de prendre de l'ampleur sur tous les plans. Mais là aussi, parce qu'il y a un lien émotionnel par rapport à la langue. D'ailleurs, c'est ainsi que petit à petit est en train de s'incruster également la langue anglaise, mais d'autres langues aussi en Algérie. Je pense qu'il faut être totalement ouvert au multilinguisme et c'est ainsi qu'on peut s'échanger, on peut parler et à l'image de cette discussion aujourd'hui, de manière très sereine, on peut mieux se connaître et construire en fait un avenir plus cohérent, plus paisible, plus serein et à l'avantage de tout le monde. Monsieur Amar, comment se porte la langue française en Tunisie? Il n'y a que des avantages à connaître une langue nouvelle. C'est une clé en plus, c'est une façon de comprendre l'autre, c'est une richesse. Quand je parle deux langues, je suis 2 fois plus riche que celui qui ne parle qu'une seule langue. Et en aucun cas, c'est un appauvrissement. C'est une bonne chose. La Tunisie, vous le savez, est membre fondateur de la francophonie, et ça procédait de cette logique-là. Et nous organisons en novembre prochain le sommet de la francophonie. Qui avait été reporté, oui, il devait avoir lieu au mois de novembre dernier. Oui. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, il aura lieu au mois de novembre prochain. Absolument, absolument. Et c'est une occasion pour moi d'inviter tous ceux qui auront un rôle actif à faire en sorte que ce soit une fête. Donc, la langue française, la Tunisie est membre à part entière à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Fondatrice. Quand est-ce qu'on pourrait voir l'Algérie comme membre à part entière à l'OIF? Mais d'un mot, et je laisserai clôturer M. Gozzi. Je ne le sais pas, vraiment je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des gouvernants, mais je pense qu'il y a un tel passif émotionnel entre l'Algérie et la France qu'il me semble que ce sera difficile que ça se passe rapidement. Que vous comprenez cette émotion, M. Gozzi? Oui, je la comprends parce que la relation entre la France et l'Algérie est très, très dense et très compliquée. Mais je crois que l'effort qu'on fait à travers la francophonie, ça va dans la bonne direction parce que le monde de demain que nous voulons bâtir, c'est un monde démocratique et pluriel. Et le pluralisme passe aussi à travers le pluralisme linguistique et culturel. Et donc, refuser le tout anglais globish, comme on dit, oui. C'est une bonne façon aussi de préserver son identité nationale, régionale, son histoire, tout en travaillant dans un nouveau milieu de dialogue au niveau global. Donc, je crois qu'il faut pousser énormément
pour le multilinguisme et dans les cas français pour la francophonie. Messieurs, ça a été un plaisir de vous recevoir à cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci encore. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.